l'unanimité sur cette suggestion. Maintenant, on passe aux questions. Unter Ihnen und der jeder auf da oben. Die Übersetzerin, les traductrices. Les traductrices. Absolument. Alle. Bonjour, monsieur Asselineau. Je vous suivi très attentivement. Et à un moment donné, vous parlez toujours de l'Europe et de la démocratie et enfin des peuples. Enfin, l'Europe est née d'une idée purement économique. Quand Macron, le président Macron, il s'adresse au peuple, il ne s'adresse pas au peuple justement, il s'adresse aux consommateurs, aux clients, même pas aux usagers. Vous comprenez? Donc, c'est un discours purement économique, voire financier. Derrière ça, il y a la grande finance, que nous ne comprenons rien du tout. Qui fait quoi, comment et où il va l'argent? Nous, les peuples. Et derrière ça aussi, il y a les problèmes que j'ai trouvés en France par rapport à l'Union européenne. On ne veut rien de Bruxelles, blablabla. Mais en même temps, il y a la grande contradiction. Ils s'accommodent bien aux subventions de Bruxelles, surtout les communautés territoriales, etc., voire les moindres petites associations. Des fois, ils reçoivent de l'argent de Bruxelles. Donc ça l'empêche de prendre une décision à la style britannique, je suppose. Parce que c'est une grande contradiction, je trouve. Parce qu'on n'explique pas que c'est un accord. D'ailleurs, c'était l'Union économique européenne au début. Il y a l'espace économique européen, toujours. L'espace économique européen, c'est autre chose. Hein. Ça englobe les anciens pays de la ELE, comme l'Islande, la Norvège. Vous avez raison. Dans votre question, il y a notamment l'idée des subventions européennes. Je me permets de le rappeler, même si un grand secret est entretenu là-dessus, qu'il n'y a pas de subventions européennes. Il y a des versements faits par l'Europe à partir d'argent versé par les États. Comme disait De Gaulle, l'Europe, ça n'est jamais que les fonctionnaires et l'argent que les États ont mis dedans. Parce que les 60 et quelques bâtiments qui existent au Berlaymont à la Commission européenne ne produisent rien que de la paperasserie. Il y a 7000 ou je ne sais plus combien fonctionnaires. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe fonctionne comme un cœur, comme une pompe aspirante et refoulante, non pas de sang mais d'argent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent que versent les États, l'Union européenne, la Commission ne reverse pas à chaque État ce que chaque État a versé, sinon il ne servirait à rien. Donc les États versent tous de l'argent. La Commission européenne en distrait une partie significative pour ses propres frais de fonctionnement. Les 7000 et quelques fonctionnaires qui sont très très largement payés, qui d'ailleurs liquident leur pension de retraite après 15 ans de travail, tout en exigeant des peuples européens qui parfois sont des fainéants de cotiser 42 ans, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Il y a donc une partie qui est consacrée à ça. Frais de fonctionnement de la Commission européenne, frais de fonctionnement de la Cour de justice de Luxembourg, frais de fonctionnement des 2 parlements européens, tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais il reste une grosse partie quand même à reverser. Et ces subventions sont reversées aux États en fonction de leur niveau de vie, de ci ou de ça. Ce qui signifie qu'il y a des États qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, on les appelle les bénéficiaires nets, et il y a des États qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, on les appelle les contributeurs nets. Depuis le départ du Royaume-Uni, la France, enfin c'était même vrai avant, la France est le 2e contributeur net. Beaucoup de Français en sont restés aux années 60 où il n'y avait que 6 États et où l'Allemagne payait, c'est un grand fantasme français depuis au bout d'une centaine d'années, l'Allemagne paiera. Donc dans les années 60, De Gaulle avait fait contre mauvaise fortune bon cœur. Quand il est arrivé à l'Élysée, il avait trouvé le traité de Rome qui venait d'être signé. Il avait d'abord réglé l'affaire algérienne, donc jusqu'en 62, il ne s'était rien passé. Et après ça, il avait dit, bon, on va faire un truc concret, on va faire l'agriculture, et puis c'est les Allemands qui vont payer la réforme de l'agriculture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'agriculteurs français en sont restés à cette époque où l'Europe nous donnait de l'argent. Et ça fait bien longtemps que c'est terminé, ça fait depuis les début des années 90, fin des années 80. Et désormais, la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Depuis le départ du Royaume-Uni, alors le premier pays contributeur net, c'est l'Allemagne, et maintenant c'est la France, et maintenant on estime que
chaque année, la France donne 13 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Donc 13 milliards d'euros, c'est considérable. 13 milliards d'euros, il faut voir par exemple qu'il manque en France, je prends un exemple parmi beaucoup d'autres, l'affaire des hôpitaux. Vous savez que un scandale parmi les scandales, le problème qu'a posé le Covid en France, c'est l'insuffisance des salles d'animation et l'insuffisance des budgets pour les hôpitaux. Il faut savoir que les 13 milliards d'euros représentent des dizaines d'hôpitaux. On verse chaque année à l'Union européenne en plus de ce que l'on reçoit. De la même façon qu'il y a des rapports qui ont été faits qui montrent qu'il manque actuellement en France quelque chose comme 300 à 500 millions d'euros par an pour restaurer le réseau routier national. Les routes de France, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous y rendre, les routes de France sont en dégradation constante. Il y a eu un rapport d'ailleurs du Sénat qui a montré qu'il y a 6% des ouvrages d'art en France qui menacent ruine, c'est-à-dire des centaines de ponts et de tunnels, comme c'est d'ailleurs arrivé en Italie, vous vous rappelez, à Gênes, mais comme c'est arrivé aussi en France, on sait statistiquement qu'il va y avoir dans les années qui viennent de plus en plus de ponts ou de tunnels qui vont s'effondrer avec des morts. Et il nous manque 300 à 500 millions d'euros par an. Eh bien, il faut comprendre ce que ça veut dire la participation à l'Union européenne, c'est qu'on donne 13 milliards, on préfère donner 13 milliards d'euros par an à l'Union européenne, qui va donc les utiliser pour ses frais de fonctionnement ou pour donner à l'Ukraine ou à ce genre de choses, dirigées d'ailleurs par des néo-nazis, plutôt que d'améliorer nos routes. Alors vous avez raison, madame, il y a en effet énormément de collectivités locales, d'associations, que l'on achète par ce système. C'est une arnaque. C'est comme si je profitais de votre inadvertance pour piquer dans votre sac 300 francs suisses, et puis pour venir la bouche en cœur dans 3 jours, vous en donnez 200, puisqu'en fait on reçoit 2 tiers de ce qu'on verse. Je vous en donnerai 200, j'en aurais gardé 100 pour moi, sans que vous le sachiez. Et je dirais, regardez comme je suis généreux, je vous donne 200 francs suisses. Vous seriez, voilà, vous seriez très contente en me disant qu'est-ce qu'il est généreux. Et en plus de ça, avec ce système, je dirais, mais maintenant, je vais prendre le pouvoir chez vous. C'est-à-dire que vous avez dans votre appartement, dans votre maison, vous avez un living, je n'aime pas la couleur qu'il y a sur les murs, donc vous allez changer. Et puis vous allez acheter tel ou tel meuble, et puis vous allez maintenant partir en vacances avec votre voisin du dessus, etc. C'est exactement ça la construction européenne. Merci, puis mettre un portrait, oui. Est-ce que sur ces propos décourageants, il y a une autre question? Mais ce n'est pas décourageant, ce sont des propos, je crois, lucides, mais qui sont, je vous remercie encore une fois, c'est quand même un peu fidèle. On retrouve d'ailleurs finalement ce qui a été la Suisse du temps de Voltaire, finalement. C'est-à-dire un pays, une terre où on peut plus facilement s'exprimer qu'en France. Parce que ce que j'ai dit là, je n'ai pas tenu des propos indécents, scandaleux, obscènes. Non, je n'ai fait que dire ce qui est la vérité, parce que j'ai découvert tout au long de ma carrière de haut fonctionnaire, et je suis comme monsieur du premier rang que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que je me suis reconnu dans certaines choses qu'il disait, sur le fait qu'en France aujourd'hui, toutes les personnes qui sont vraiment compétentes, je parle des hauts fonctionnaires, sont vraiment compétents sur leur métier, dans leur sujet, et qui par ailleurs préfèrent, comme je reprends l'expression, la vérité à leur carrière, tous ces gens sont irrémédiablement mis de côté. On promeut en fait des gens qui sont là pour viser leur intérêt de carrière et avec cynisme et se comporter de façon moutonnière sans se rendre compte que ce comportement microéconomique au niveau d'une personne, au niveau macroéconomique, entraîne une nation entière dans l'effondrement. Une question de Rex Armidani. Voilà. Vas-y, c'est bon comme ça. Oui, d'accord. Bonjour, d'abord merci pour votre exposé intéressant, très intéressant. Je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne est instrumentalisée par les États-Unis pour encercler la Russie, surtout? Et est-ce que vous pensez que la France est souveraine et que l'Union européenne est souveraine et qu'ils peuvent avoir les relations qu'ils voudraient avec la Russie ou la Chine? Quand on voit les obligations de sanctions qu'émettent les États-Unis
cherchant à se tirer pratiquement une balle dans le pied en en appliquant les sanctions américaines aussi bien contre la Russie que contre la Chine, que contre l'Iran, etc. Et que ça a aussi des conséquences, ça donne des conséquences désastreuses sur le plan social en France, où il y a des usines entières qui ferment parce qu'on ne vend plus à l'Iran, on ne vend plus à la Russie. Oui, ben écoutez, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça a été la quintessence de mon propos, c'est de montrer qu'en fait, il n'y avait pas de souveraineté européenne, mais la poursuite de cette chimère oblitère les souverainetés nationales. Et la situation est même encore pire que ce que vous décrivez, puisque par exemple, sur l'affaire des sanctions vis-à-vis de l'Iran, les États-Unis ont imposé à la France de prendre des sanctions sur l'Iran qu'eux-mêmes ne prenaient pas vis-à-vis de l'Iran. Et que nous, par exemple, on était en train de fermer, on avait quasiment été obligé de fermer l'usine Peugeot qui s'était installée en Iran dans les années 60, au temps de l'époque gaullienne. Rappelez-vous, c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois même un peu plus, la France a failli fermer son usine Peugeot en Iran, mais au même moment, Boeing livrait des pièces détachées à l'Iran. Enfin, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que on est tenu pieds et poings liés. S'agissant, moi je connais un peu votre pays, la Syrie, qui est un des plus beaux pays du monde. Enfin, je suis allé avec ma femme il y a longtemps, c'était du temps du père de Bachar al-Assad. C'est un pays qui est cher à la France et réciproquement. Il y a énormément de Syriens, vous en êtes la preuve. Enfin, vous êtes franco-syrien d'ailleurs, je crois. Il y a énormément de Syriens qui sont francophiles, enfin qui étaient, hélas, francophiles et francophones. Le devoir de la France sur cette affaire aurait été, à minima, d'essayer de jouer les bons offices. Sinon même soutenir le gouvernement légitime. Mais là, on s'est complètement rangé derrière les Américains pour torpiller nos intérêts nationaux. Je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir de la France en Libye, mais en Syrie, pardon, mais c'est vraiment, on a torpillé des intérêts qui remontaient aux échelles du Levant du fait en 1526, lorsque François Ier avait signé, était tombé d'accord avec Soliman le Magnifique. Voilà, donc on a une politique qui va au contraire même de nos intérêts nationaux. La même chose d'ailleurs, en moins marqué, mais se produit en ce moment, par exemple, sur l'affaire Navalny, quand on voit que ce qui se cache derrière, c'est peut-être l'abandon du projet Nord Stream 2, on se dit que désormais, on a l'impression que les chefs d'État de gouvernement des pays de l'Union européenne ont en fait un pistolet sur la tempe et ne sont pas maîtres de leur mouvement. On se demande d'ailleurs, alors là c'est complotisme, mais on se demande d'ailleurs ce qui les fait agir. Monsieur Macron ne se sent pas lié en fait par le souhait, il ne défend pas les intérêts des Français. Monsieur Macron défend d'autres intérêts que ceux des Français. Voilà. Madame Merkel défend un peu plus les intérêts allemands, mais on a le sentiment que quand même il y a un moment à partir duquel elle flanche. Je rappelle par exemple sur l'affaire de l'euro qui avait failli exploser au moment de la crise grecque. Madame Merkel, on a d'elle des déclarations qui disaient qu'il fallait que la Grèce sorte de l'euro. On n'a pas parlé de l'euro, mais l'euro c'est une bombe atomique qui ne demande qu'à exploser. Madame Merkel avait demandé que la Grèce sorte de l'euro. Il y avait une réunion à Wrocław en Pologne avec le groupe de l'eurozone, c'est les ministres des Finances des pays membres de la zone euro, où s'était invité d'ailleurs Timothy Geithner, qui était le secrétaire au Trésor américain, et qui était venu donner l'instruction de maintenir la Grèce dans l'euro. Et Mme Merkel s'était rangée à ça. Sur l'affaire Navalny, que je suis à la loupe, parce que je trouve cette affaire assez extraordinaire, on a appris que... Qui est-ce qui a fait que Navalny est allé à Berlin, d'ailleurs? C'est, semble-t-il, Axel Springer et le groupe Bild, peut-être, qui auraient payé l'avion d'une ONG. Allez vous documenter sur l'ONG qui est allée chercher M. Navalny dans la ville de Tomsk. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que pour aller chercher quelqu'un en Russie, il faut déposer des plans de vol, il faut avoir des visas pour entrer sur le territoire russe, il faut que les autorités russes aient donné leur accord pour emmener un citoyen russe en dehors du pays. Donc ça veut dire que les Russes ont donné leur accord à tout ça. Et comment ça se fait qu'ils soient allés en Allemagne? Et moi j'avais regardé les déclarations, il avait été... La presse avait dit que Mme Merkel en avait fait de M. Navalny son invité personnel. Et puis, je vois ça dans la presse, 24 heures après, communiqué du porte-parole de Mme Merkel, c'est pas vrai.
Madame Merkel, ça n'est pas son avis personnel. Qu'est-ce qui se passe? Qui décide de quoi? Quelles sont ces espèces de... Madame Merkel avait dit, il y a un mois, elle a dit, de toute façon, Nord Stream 2 ira jusqu'au bout. Maintenant, elle est obligée de prendre des mesures. Ça veut donc bien dire, ces espèces de volte-face permanentes donnent à penser que nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas libres de leurs moyens, libres de leurs mouvements. Il y a une grande époque soviétique où les soviétiques s'ingéniaient pour avoir des dossiers sur tous les dirigeants des pays frères. Et également les dirigeants des partis frères. On a beaucoup dit, par exemple, que Georges Marchais, le Parti communiste français, s'était engagé volontaire pour aller travailler en Allemagne dans les années 40. Ce qui semble-t-il est vrai, et c'était un dossier que Moscou avait parce que pour que le PCF file droit. Quel a été le parcours de Mme Merkel en Allemagne de l'Est? Quel est le parcours de M. Macron? Qui a financé sa campagne électorale? C'est ça la question. Et là, la prochaine campagne présidentielle française, il faut bien comprendre que nous avons affaire à une oligarchie qui n'a peut-être pas, je ne sais pas, peut-être pas décidé encore de qui elle va faire élire à la présidence de la République française. Peut-être Macron, mais peut-être que finalement, ils vont peut-être pointer vers le bas. Il y a une dizaine d'autres personnes qui peuvent succéder à Macron. Et il suffit, par le système des médias qui sont complètement vermoulus, que vous ayez tous les médias qui disent d'un seul coup c'est formidable, et puis les gens le trouveront formidable. On peut très bien nous faire le coup, moi j'avais pris de Paris, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais par exemple de Madame Christine Lagarde. Ah bah écoutez, c'est comme ça qu'on manipule les opinions publiques. Hein. Une femme. Alors là vous avez des sondages, on va voir Madame Michu à Carpentras. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'une femme pourrait être présidente de la République française? Ah ben oui, je ne vois pas pourquoi. Les sujets de fond sont complètement mis de côté. Et on fixe l'attention de l'opinion des gens sur des détails. On s'en fout que ce soit un homme ou une femme qui soit la tête de l'Élysée. Ce qui est important, c'est quelle est sa politique. Et non. Et puis, vous pouvez avoir une orchestration médiatique. Elle a été à la tête du FMI, elle a séduit les Américains, elle a sauvé l'euro. Vous pouvez avoir une orchestration comme ça. On peut faire élire n'importe qui. En revanche, si quelqu'un comme moi est candidat, ça a été le cas, alors là, complotiste, conspirationniste, extrémiste, vous soutenez Bachir al-Assad, évidemment vous êtes favorable au gazage des enfants. Voilà, c'est comme ça que j'ai été accueilli. Et pour reconnaître Guaido comme président, qu'est-ce que vous pensez de l'unisson de l'Europe? De là, j'ai pas compris de là. L'unisson de l'Europe, tous reconnaissent Guaido comme président. Oui, parce qu'on a l'impression, c'est exactement comme l'Union soviétique et les pays frères. C'était exactement dans les années 60, 70, 80. Tout le monde disait la même chose. Et là, c'est la même chose. On a l'impression au coup de sifflet, tout le monde, les uns après les autres, tout le monde condamne Navalny. C'est comme l'affaire Skripal. Ben, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Où sont M. Skripal et sa fille? Comment se fait-il qu'aucun média, aucun journaliste ne soit parti à la recherche où est-ce qu'ils sont passés? Alors que je rappelle que c'est la plus grave crise qu'il y ait eu entre l'Ouest et la Russie depuis la fin de la guerre froide. Au motif de cette affaire Skripal, prétendument empoisonnée par du Novichok, alors que le Novichok, en fait, c'est des gaz qu'on mélange au dernier moment et ça peut tuer un régiment entier. Là, on en avait mis des vieux rossignols sur un banc public, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, ils sont pas morts. Et je rappelle que c'est suite à ça, les États-Unis ont expulsé, je ne sais plus combien, une centaine de diplomates, et tout le monde, tous les pays, comme vous le dites, les uns après les autres, c'était tous les pays de l'OCDE, le doigt sur la couture du pantalon, y compris le Japon et la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tout le monde a été obligé d'oublier un peu ça et d'expulser des diplomates russes. Voilà. Ça, c'était impossible du temps où la France n'était pas engluée dans l'Union européenne. Maintenant, c'est devenu... Même, je vous rappelle, en 1986, je crois, du temps de Mitterrand avait expulsé, je crois, une trentaine de diplomates américains. C'est inimaginable maintenant. C'est devenu inimaginable. C'est devenu inimaginable. Et dans les effets, parce qu'en même temps, il s'est engagé à détruire le communisme en France. Hein? Oui. Ça n'avait pas été Et puis par ailleurs, Mitterrand, c'est le type même de personnes qui étaient tenues. Voilà. Pourquoi Vous croyez que c'est dans les 6 mois avant la fin de son deuxième septennat que d'un seul coup tous les dossiers sont sortis? La Francis numéro 2202, comment dirais-je, sa double vie, etc. Vous avez sorti à la fin. Merci beaucoup.
Bref, une note historique et une question. Attends, une seconde. Attends une seconde. Vas-y, Alfred. Le 21 février 2014, la France, l'Allemagne, Yanukovych et Maïdan ont tous signé un accord pour des élections anticipées, etc., etc. Le lendemain, Yanukovych a dû partir parce que sinon il serait mort. Et cet accord, qui a été signé aussi par la France, était complètement oublié, jamais mentionné dans la presse. Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur les révolutions soi-disant des couleurs. Et si par hasard, ce qui se passe aujourd'hui à Minsk est aussi une révolution des couleurs comme à Maïdan 2014. Je crois que chacun peut avoir son avis. Moi, je suis... alors, ce que je pense, c'est que les Américains sont derrière, mais qu'ils profitent toujours d'une insatisfaction sociale. C'est vrai que, sans doute, le pouvoir de Loukachenko, ça fait maintenant, je ne sais plus combien de temps qu'il est au pouvoir, mais comme tout pouvoir, ça s'use, et donc je pense qu'il y a maintenant une opposition plus structurée contre Loukachenko. Mais on voit bien qu'il s'agit d'un jeu, exactement celui de Zbigniew Brzezinski dans le grand échiquier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'arracher à l'influence russe l'Ukraine, la Crimée, la Biélorussie. Sauf que les Biélorusses sont tout à fait, c'est pas du tout la même chose que les Ukrainiens. En Biélorussie, c'est un pays beaucoup plus petit d'abord et qui est beaucoup plus tourné vers la Russie, alors que l'Ukraine est un pays très divisé entre l'Ouest et l'Est. L'Ouest qui regarde vers l'Ouest et l'Est qui regarde vers la Russie. Mais il y a eu, à mon avis, une instrumentalisation des événements en Biélorussie. Et quand je dis ça, je ne veux pas soutenir nécessairement le gouvernement de Loukachenko, mais moi je suis, comme vous, moi j'ai été d'une génération où on devait respecter le droit international. Le droit international, on respecte la souveraineté des États, et on ne doit pas faire d'ingérence dans les affaires intérieures des États, parce que c'est actuellement on est revenu au droit de la jungle, en fait. Voilà, c'est-à-dire le plus fort qui gagne. Et ça n'est pas tolérable. Et c'est sûr que c'est de la même façon, c'est pas nouveau. Hein. Les événements de mai 68 en France, il y a beaucoup à dire. Parce que vous savez que, comme à l'époque en France, il y avait le monopole des ondes en France, il y a eu toute une série, dans les années 50 et du XXe siècle, 50 et 60, il y a eu des chaînes de radio. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, les télévisions étaient encore un peu embryonnaires, des chaînes de radio qui s'étaient créées tout autour de la France, sur financement américain, Europa en Allemagne, RTL au Luxembourg, Radio Monte Carlo à Monaco, Radio Andorre, devenu Sud Radio à Andorre, et qui diffusaient des informations, et qui notamment, Europa au moment de mai 68, a eu un rôle pour jeter de l'huile sur le feu qui était tout à fait considérable. Donc c'était, moi, l'interprétation que j'en ai, là c'est aux historiens d'en parler, je pense que mai 68 en France, le fait que le pouvoir de De Gaulle a vacillé, c'était en fait la première révolution de couleur. C'était exactement ça. Voilà. Entièrement d'accord avec vous. Elle veut dire un mot, Aïssa. Oui, Aïssa, vas-y. Alors, moi je suis entièrement d'accord avec vous que mai 68 c'était la première révolution de couleur justement pour faire des difficultés à De Gaulle qui levait la tête face au diktat américain et qui ne voulait pas rentrer dans l'OTAN, ça d'une part. Et puis d'autre part, je voulais vous poser une autre question sur le bilan de l'Europe et de la France face au coronavirus. Donc face à la pandémie, et puis en fait, aujourd'hui, quelles mesures, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation aussi de ce problème pour justement éteindre le feu social ou museler les bouches qui disent la vérité? Et puis dernier point, alors que pensez-vous aussi par rapport au conflit Azerbaïdjan-Arménie? Est-ce que ce n'est pas aussi une création, un feu américain par les Turcs? Alors, vous posez des questions. Je
vais dire mon sentiment, mais par exemple sur le Covid-19, bon, déjà on est d'accord sur l'affaire mai 68, révolution de couleur. D'ailleurs, on a toujours M. Cohn-Bendit qui est dans la manœuvre, ça fait quand même maintenant 5 ans que ça dure. Sur le Covid-19, c'est un sujet un peu délicat parce que je ne suis pas médecin. Et par ailleurs, ce qui est en jeu au bout du compte, c'est éventuellement des décès, des morts. Donc ça force un petit peu tout le monde à être un peu prudent. Cela étant, moi je suis quand même frappé par la désorganisation complète qu'il y a eu en France, par le 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information. Par exemple, la diabolisation du traitement par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Alors vous savez, ça a été ça continue d'ailleurs, hein, la polémique avec le professeur Raoult d'un côté, et puis et pas seulement, hein, il y a quand même un certain nombre de professeurs qui l'ont rejoint, et puis les autres. On a d'un seul coup diabolisé un traitement, bon, il est peut-être inefficace, mais enfin c'est quand même un truc qui a été pris par des milliards de gens depuis 70 ans. Quiconque est allé en Afrique a pris de l'hydroxychloroquine, hein, de la Kenya ou de la... Je pense que je suis allé en Afrique ou dans des pays impaludés, tout le monde prenait ça, les forces françaises en Afrique prennent ça, bon, des millions et des millions de gens prennent ça, d'un seul coup ce médicament a été considéré comme quelque chose d'extraordinairement dangereux. Et au même moment, on nous a promu le Remdesivir du laboratoire Gilead, qui un laboratoire américain qui, de notoriété publique, n'a quasiment aucun effet, en tout cas dont les effets néfastes sont considérables. Je vois que la Commission européenne a acheté, sans qu'il y ait de débat sur ce Remdesivir, la Commission européenne vient encore de racheter pour des dizaines de millions d'euros de ce produit qui finalement ne sert à rien, dans le meilleur des cas. Je vois aussi qu'il y a en France une atmosphère qui est de plus en plus délétère sur ces questions. Moi, quand j'étais petit, mes parents m'avaient emmené en Suisse. La Suisse, c'était un pays, oui, alors là, c'était super propre, etc. Les gens étaient très, très disciplinés. Ben là, quand je suis arrivé, je me dis finalement, les Suisses sont moins disciplinés que ce qu'on a transformé les Français. Là, dans cette salle, il y a quand même la moitié des gens qui n'ont pas de masque, mais à Paris, maintenant, partout, les gens sont terrorisés, on porte des masques, les gens ne sortent plus de chez eux. Vous sortez de chez vous, on vous donne une amende de 135 € si vous n'avez pas de masque. Pour quelqu'un qui est au minimum, le RSA, le minimum social, qui est de 580 €, ça fait 24%, ça fait une semaine de salaire si vous sortez dans la rue sans masque. Pour quelqu'un qui est au SMIC, ça fait quand même 11% de son salaire. Ce sont des choses... Et là aussi, il n'y a pas de débat possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui met en cause, qui dit, et il y a quand même des spécialistes, il n'y a pas que le professeur Raoult, des gens qui disent mais on n'a jamais vu de deuxième vague, ou s'il y a une deuxième vague, ça sera beaucoup moins important, c'est quasiment une nouvelle affaire Dreyfus. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, ça déchire les familles, vous n'avez pas, on diabolise un discours. Et moi je suis inquiet par ce qui se passe, parce que je trouve que il y a quelque chose qui est très inquiétant en France, comme pas seulement en France, mais dans les pays occidentaux, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un effet cliquet où on s'attaque aux libertés publiques à chaque fois et on ne revient jamais en arrière. Il y a eu des attentats épouvantables à Paris en 2015, attentats islamistes, etc. Il y a eu donc la création d'une espèce d'état d'urgence, suspension de toute une série de libertés publiques. Il n'y a plus d'attentats islamistes, ou à peu près plus. On n'est pas revenu en arrière. Là, il y a eu l'affaire vous savez, l'article du fameux magazine The Lancet, qui s'est d'ailleurs couvert de ridicule et qui a perdu une partie de sa notoriété mondiale, avec ils ont publié un article contre l'hydroxychloroquine, vous vous rappelez. C'est un article qui était un faux grossier, enfin, n'importe qui pouvait le voir. Il suffisait de regarder, moi je ne suis pas médecin, mais j'avais regardé le truc. Et ils disaient, voilà, ils avaient classé des tests qu'ils avaient faits pour la France, ils avaient classé avec les Caucasians, les Blacks, c'est interdit en France. Donc comment est-ce qu'ils avaient pu faire un truc qui est interdit en France, les statistiques ethniques? Donc c'était forcément un faux. Ça s'est révélé être un faux. Mais je rappelle que suite à la publication de cet article dans The Lancet, le gouvernement et M. Véran, le ministre de la Santé, a interdit en France la prescription d'hydroxychloroquine. Une semaine après, le Lancet a été obligé de retirer l'article en disant on s'est trompé, etc. Mais l'interdiction de la l'hydroxychloroquine n'a pas été levée. Et maintenant, je vois que cette affaire de masques et de suspension des libertés publiques, on nous annonce maintenant qu'on en reprend au moins jusqu'au mois d'avril prochain. Donc tout ceci, on a l'impression, moi je ne reconnais plus la France.
Il y a de plus en plus maintenant les gens ont peur, les gens se referment sur leur sphère privée, et je ne sais pas où tout ceci va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça n'a pas été recherché, c'est en tout cas une très bonne chose pour ceux qui veulent faire taire la contestation sociale en France. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus rien, et tout le monde est obligé de porter sa muselière et de sortir comme ça pendant une heure. Sur le deuxième point, sur l'affaire Azerbaïdjan-Arménie, ça pose le problème plus généralement votre question du rôle de la Turquie. La Turquie, qui là-dedans joue son rôle personnel, il me semble, hein, quand même, on a, je crois, un retour, une espèce de néo-ottomanisme avec Erdogan, Erdogan, par exemple, qui a fait construire à Istanbul, il y a une immense mosquée qui a été construite, hein, récente, toute moderne, qui est la plus grande mosquée de Turquie. Et Erdogan s'inscrit ainsi dans les pas de tous les grands sultans ottomans. Si vous allez à Istanbul, la Selimiye par exemple, la mosquée qui a été construite par l'architecte Sinan, absolument magnifique, tous les grands sultans de l'Empire ottoman ont voulu construire leur mosquée. Donc lui, il a construit la mosquée la plus grande de Turquie. Donc il y a une volonté de néo-ottomanisme, essayer de son entrisme, par exemple, en Libye et dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est un peu le fantasme de reconstituer l'Empire ottoman d'avant 1918. Je pense que l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie, enfin, c'est certain. Quel est le rôle que joue là-dedans les États-Unis? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le rôle exact que jouent les États-Unis, ni que joue l'Allemagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne a laissé tomber la France sur cette affaire. Il se trouve qu'en France, vous savez qu'il y a une communauté arménienne significative, importante, et que donc en France, traditionnellement, la France était proche de l'Arménie, qui est le premier pays christianisé au monde d'ailleurs, je crois. Donc c'était la France d'avant. Donc la France, en tout cas, s'est plutôt rapprochée de l'Arménie. En plus de ça, les relations en ce moment sont notoirement mauvaises entre la France et la Turquie. Mais on voit bien que l'Allemagne, là-dedans, il n'y a aucune solidarité, il n'y a aucune politique étrangère de sécurité et de défense. D'ailleurs, au passage, ça fait penser, c'est une illustration complémentaire à ce que je disais tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est en 2018 que Macron est allé signer avec Mme Merkel un traité d'Aix-la-Chapelle, un nouveau traité pour relancer à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, enfin pas 50e, c'était pas 50e, c'était en 1963. Enfin, Macron a voulu faire un nouveau traité de l'Élysée, mais le traité de l'Élysée de 63 entre De Gaulle et Adenauer, c'était la France qui était puissante. Et puis ça se passait en France. Tandis que là, Macron est allé à Aix-la-Chapelle pour aller dire, là finalement on met à votre disposition notre siège permanent au Conseil de sécurité, on va partager l'objectif. Vous vous rendez compte que la France a signé un traité où elle dit que son objectif en matière de diplomatie internationale, c'est de tout faire pour que l'Allemagne ait un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on a obtenu en échange? Rien. Au moins, on pourrait obtenir une solidarité sur des sujets comme la Turquie ou l'Espagne. Ça n'a pas été le cas. Mme Merkel joue son jeu perso. C'est pas nouveau que l'Allemagne a des liens avec la Turquie, avec l'Empire ottoman. Le Bagdad-Ban, qui est en partie à l'origine de la Première Guerre mondiale, vous le savez, était d'une conception allemande. Si vous allez dans les ruines de Baalbek, au Liban, non loin de la frontière syrienne, vous avez une plaque qui montre que le Grand Prince est passé par là en 1900, je ne sais plus combien. Donc il y a des liens entre l'Allemagne et le monde turcophone et qui, à l'évidence, sont plus importants pour Mme Merkel que de faire plaisir à M. Macron, d'autant plus qu'il y a une forte communauté turque en Allemagne. Voilà. Donc moi, ce que je pense en tout cas là-dedans, c'est que ceux qui tiennent les ficelles, c'est les États-Unis et Moscou comme d'habitude, et en partie l'Allemagne. Malheureusement, la France, elle pèse plus grand-chose dans la matière. Bon, excusez-nous, là, il faut qu'on respecte le timing. Je propose qu'on en reste là, on fasse une pause, parce que c'est prévu, Nathalie, une pause. Une petite pause, ça veut dire quoi, petite pause? 10 minutes, Maxime. Bon. Et puis après, on passe à M. Prieto. Si vous voulez avoir un entretien privé pendant la pause avec François Asselineau, c'est possible.